Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité, la situation sécuritaire au Burkina Faso déterminera le calendrier de la transition. Les déclarations du président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba, le calendrier de 36 mois pourrait ainsi être amené à être revu. Le numérique à la portée de tous, nous prendrons dans ce journal la direction du Sénégal où les formations se développent autour du digital. La Banque africaine de développement s'engage en faveur d'un projet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest visant à développer la production locale de produits pharmaceutiques. Mais d'abord, l'actualité en Algérie où une cinquantaine de détenus du Irak, le mouvement de protestation, ont été remis en liberté en attendant la tenue de leur procès. L'annonce a été faite par le Comité national pour la libération des détenus. Ces libérations sont intervenues mercredi dernier et parmi les personnes citées, on retrouve Shamseddine Lalami, détenu depuis juillet 2021, ou encore le défenseur des droits de l'homme, Zaki Anache, écroué en février pour apologie d'actes terroristes et diffusion de fausses informations. Paul-Henri Damiba, le chef de la junte au Burkina Faso, s'est adressé ce vendredi à la nation. Deuxième discours depuis sa prestation de serment. Et dans cette prise de parole, le chef de l'État a annoncé plusieurs mesures, axées notamment sur la lutte contre le terrorisme. Et pour Paul-Henri Damiba, c'est précisément cette situation sécuritaire qui déterminera le calendrier de la transition. C'était son deuxième discours à la nation depuis sa prestation de serment. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est adressé aux Burkinabés ce vendredi 1er avril. À l'heure où la menace terroriste reste vive dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, l'insécurité était donc au cœur de son discours. Le président du MPSR est catégorique. Le retour à l'ordre constitutionnel passera nécessairement par l'amélioration de la situation sécuritaire. La durée de la transition, décidée de façon consensuelle par l'ensemble des forces vives de notre nation, tient compte d'une réalité qui est la seule vraie préoccupation du peuple burkinabé actuellement, à savoir la situation sécuritaire. Plus vite nous arriverons à juguler cette situation et plus vite nous amorcerons un retour à un ordre constitutionnel normal. Restaurer la paix et la sécurité, un objectif que les autorités de transition n'entendent pas perdre de vue. Pour y parvenir, l'homme fort du pays a listé dans son message à la nation une série de mesures. Parmi elles, la création de comités locaux de dialogue qui aura pour mission d'entreprendre des discussions avec des groupes en rupture de dialogue avec la nation. Autrement dit, la junte semble être ouverte aux négociations avec certains groupes armés. Burkinabés des villes et des campagnes, ces temps de guerre nous imposent des sacrifices qu'il nous faut assumer collectivement. Pour créer les conditions d'un engagement total de tous autour de l'essentiel qui est de recouvrer l'intégrité de notre territoire, en plus des mesures déjà en cours, j'ai décidé, premièrement, de la création de comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix, dont la mission est d'initier des approches avec les membres des groupes en rupture de dialogue avec la nation. Concernant la durée de la transition, le chef de la junte n'entend pas changer sa ligne de conduite. Un délai de 36 mois reste privilégié malgré les inquiétudes de la CEDEAO. Le lieutenant-colonel précise tout de même que cette durée pourrait être révisée si la situation sécuritaire venait à s'améliorer. L'insécurité persiste dans l'est de la République démocratique du Congo, région en proie aux violences de nombreux groupes armés depuis plus de 25 ans. Et les nouveaux affrontements entre les rebelles du M23, l'un des groupes rebelles opposés à l'armée régulière, ont provoqué le départ de milliers de personnes ces derniers jours vers l'Ouganda voisin.
Des populations épuisées par le conflit. En République démocratique du Congo, ses habitants ont été contraints de fuir l'est du pays, secoués par de nouveaux affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Selon les autorités de la province du Nord Kivu, des positions de l'armée ont été attaquées dans la nuit du 27 au 28 mars dans le territoire de Rutshuru. Face à cette insécurité palpable, les Congolais sont allés trouver refuge en Ouganda. On vient de nous dire que le M23 est revenu. Ils sont sortis de la forêt pour attaquer le gouvernement congolais. Pour le moment, nous ne voyons que des forces gouvernementales monter et descendre la route, mais nous n'avons pas encore de solution. Un regain de tension qui risque d'envenimer les relations entre Kinshasa et Kigali. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu, Sylvain Ekenge, a accusé les forces de défense rwandaises de soutenir le M23. Conférence durant laquelle il a aussi annoncé l'arrestation de 2 militaires rwandais. Les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux, avec la promesse de poignarder la RDC dans le dos. Face à de telles accusations, les réactions ne se sont pas fait attendre du côté rwandais. Sur les réseaux sociaux, l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, Vincent Karega, a fermement affirmé que le Rwanda ne soutient ni politiquement ni militairement les M23. Le diplomate était d'ailleurs convoqué ce 29 mars par le ministre congolais des Affaires étrangères. Et en Afrique de l'Ouest, cette fois, ce sont près de 18 000 personnes qui ont fui l'insécurité qui prévaut au nord du Mali. Elles ont trouvé refuge dans les 2 régions voisines de Tillabéri et Tawa, dans l'ouest du Niger, d'après le bilan de l'ONU. Ces dernières semaines, les violences terroristes ont fait des dizaines de morts côté civil dans le centre-est du Mali et dans la région dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. En Afrique du Sud, la population s'inquiète face à la hausse du prix de l'essence, conséquence de l'augmentation du prix du baril. Une hausse décidée afin de s'adapter à la hausse des prix sur le marché international. Mais bonne nouvelle pour les automobilistes, une réduction du prix de l'essence pourrait prochainement être appliquée. Samantha Saberou Saboubanga. En Afrique du Sud, le gouvernement a pris la décision d'introduire une réduction temporaire de 1,50 rand par litre sur la taxe sur le carburant. Une mesure qui va sans doute installer une plus grande concurrence entre les détaillants de carburant. L'exécutif envisage ainsi baisser les prix de l'essence pour espérer aider les consommateurs et freiner l'inflation galopante dans le pays. Oui, il est bien de réduire le carburant, de réduire les frais de carburant. Mais pour toucher un plus grand nombre de consommateurs, il serait bon de réduire les produits alimentaires de base tels que le riz, le sucre, le sel et tous les autres aliments que consomment habituellement les personnes de bas revenus en Afrique du Sud. Parce que ce sont ces personnes très vulnérables qui sont plus en contact avec la hausse vertigineuse des prix et qui en souffrent terriblement. Sous la pression de la hausse de l'inflation et de l'explosion du prix du pétrole suite à la guerre en Ukraine, le gouvernement a proposé l'introduction d'un plafond de carburant qui permettra aux détaillants d'essence de facturer moins le prix maximum. Une mesure que le ministre des Finances, Enoch Gondogwana, déplore. Selon lui, cette réduction partielle de la taxe sur le carburant coûtera environ 6 milliards de rands en recettes fiscales perdues pour la période de 2 mois. La réduction de ces prix permettrait aux populations de bas revenus de traverser le cap de cette crise qui a désorganisé l'équilibre des prix sur les marchés. À noter que cette réduction de la taxe sur les carburants en Afrique du Sud sera appliquée du mercredi 6 avril au mardi 31 mai 2022. En Afrique, les gouvernements intensifient les efforts pour atténuer l'impact de la crise russo-ukrainienne sur le portefeuille de leurs citoyens.
Le numérique, l'avenir du continent, surtout lorsqu'on sait que 85% des emplois futurs, c'est-à-dire d'ici à 2030, n'existent pas encore aujourd'hui. L'outil Internet et informatique prend de plus en plus d'importance dans l'économie. Au Sénégal, de nouvelles formations dédiées à ce secteur du numérique ont vu le jour ces dernières années. Le numérique, une option d'avenir, c'est un sujet de Philomène Tine. L'éducation au Sénégal est une priorité pour les autorités, mais l'éducation de qualité reste surtout un enjeu majeur pour la jeunesse. La libéralisation du secteur a vu le développement considérable d'écoles de formation supérieure et d'universités privées. Établissements privés d'enseignement supérieur, centres agréés de certifications internationales, Supimax offre des formations autour des métiers du numérique. Aujourd'hui, nous formons sur tout ce qui est art graphique numérique, l'infographie, tout ce qui est audiovisuel numérique et la communication digitale, le web et les réseaux sociaux. En externe, on a beaucoup d'activités. Déjà avec nos partenaires qui nous demandent des fois des étudiants pour qu'ils viennent participer à des productions de films ou à des ateliers de photos ou en infographie. Comme activité interne aussi, on a des ateliers dans lesquels on invite beaucoup de professionnels. Le numérique a une très grande influence sur le monde du travail et les habitudes au quotidien, estiment les spécialistes. Une étude publiée par l'entreprise américaine de technologie Dell et l'Institut pour le futur indique que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Selon Boubacar Badji, enseignant à Supimax, le numérique est devenu incontournable dans tous les domaines d'activité. Le numérique aujourd'hui est devenu indispensable dans l'éducation, mais surtout dans tous les domaines d'activité. L'Afrique doit s'intéresser aujourd'hui au métier du numérique parce que tout simplement, on est dans un monde de communication où la médiatisation ou tout simplement le marketing, tout passe par le numérique. La communication est devenue imagée et quand on parle d'image, on parle de numérique. Les formations essentiellement pratiques proposées par Supimax permettent aux apprenants d'être opérationnels pour pouvoir s'adapter à leur environnement de travail. Les enseignements dispensés par Supimax, selon mon avis, sont vraiment bien. Je m'adapte bien, je comprends bien. Les professeurs sont très explicites et nous donnent aussi des travaux. On arrive à mieux assimiler les cours. Les logiciels sont mis à notre disposition, ils sont gratuits. Supimax nous permet d'être opérationnels, du fait que les devoirs qu'on nous donne sont axés essentiellement sur des projets professionnels, des situations qu'on peut rencontrer en entreprise. L'Institut Supimax est né du groupe Supinfo Sénégal, créé en 1992. Ce groupe compte un autre institut, à savoir Supinfo, qui est plus orienté vers les métiers de l'informatique. Le groupe consacre son expertise à former des jeunes à l'utilisation de technologies innovantes et novatrices. En Afrique, plus de 80% des médicaments sont importés, à l'exception de quelques pays qui ont développé une véritable industrie pharmaceutique, comme l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie ou l'Égypte. Les autres pays africains ont peu de fabricants et cela débouche ainsi sur une forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Gros plan ce matin sur la situation en Afrique de l'Ouest où les autorités se disent engagées sur la question. Philomène Tine. Le projet d'appui au développement de l'industrie pharmaceutique en Afrique de l'Ouest sera bientôt mis en œuvre. Dans ce cadre, une manne financière de plus de 2 milliards de francs CFA est consentie pour favoriser le développement de l'industrie pharmaceutique de la sous-région. Le projet qui s'étend de 2022 à 2024 devrait accroître la compétitivité de l'industrie pharmaceutique ouest-africaine. La production locale de produits pharmaceutiques et biologiques est devenue un impératif et une priorité régionale, ainsi que la fourniture de services de prestation de soins de santé pour lesquels le soutien de la Banque africaine de développement aidera la CEDEAO à atteindre ses objectifs de développement. À noter que le projet vise la mise en œuvre de la réglementation relative à l'application d'une franchise de droits de douane sur les matières premières pharmaceutiques, les emballages et produits finis dans le cadre du tarif extérieur commun de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
Cet accord avec la CEDEAO est un instrument très important pour améliorer effectivement la réglementation. Nous, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et particulièrement au niveau des pays francophones, nous pharmaciens, nous sommes en train de travailler pour pouvoir construire une entreprise communautaire qui permettra à terme de pouvoir satisfaire les besoins locaux des différents pays de l'UEMOA. Il s'agit donc de pouvoir créer des centres d'excellence spécialisés dans 2 ou 3 pays de l'espace UEMOA. Le continent africain en général est confronté à une pénurie de produits pharmaceutiques. L'Organisation mondiale de la santé chiffre à 1,1 milliard de dollars de personnes, la frange de la population étant privée d'un accès régulier aux médicaments les plus essentiels. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.